Louise Damour, bonjour. Bonjour, Gisèle. Vous avez fait 30 ans de carrière en enseignement. Ça tire à sa fin, là. Il ne reste que quelques jours. Comment est-ce que vous vous sentez à ce moment-ci? Ce sont des moments très émotifs et ambivalents. Veux pas quitter ce que tu as adoré faire pendant plus de 30 ans et entreprendre une nouvelle aventure qui demeure encore inconnue. Alors, c'est avec un peu de tristesse que je quitte, mais c'est aussi avec beaucoup d'enthousiasme parce que je me dis, bon, bien, il va y en avoir d'autres projets. Je vais avoir plus de temps à passer avec mon époux. Alors, parce qu'il faut le dire, le travail... Il a souffert ces dernières années. Oui, oui. Si ce n'était pas que j'étais à l'extérieur de la ville, c'était que j'étais ici, à Sudbury, mais soit en réunion ou bien à la maison, mais en train de faire de la lecture. Alors, un homme très patient, très compréhensif, qui a appuyé ma carrière depuis ces dernières années. Cette carrière-là, elle a commencé, vous aviez 19 ans. Vous vous êtes présenté devant votre première salle de classe, votre premier groupe d'élèves. Décrivez-nous cette première journée, cette première année d'enseignement. La première année d'enseignement, comme tu l'as mentionné, à 19 ans, et c'était une classe de 7e année. Alors, j'avais des élèves de 13, 14 et même 2 qui ont eu 15 ans pendant l'année. C'était où? Ici, à Sudbury. Et puis, je crois que je suis entrée dans cette salle de classe-là avec beaucoup de naïveté, ne sachant pas trop ce qui m'attendait, mais chanceuse que j'ai eu des collègues qui m'ont appuyée, qui m'ont guidée, des directeurs d'école qui étaient forts, qui m'encourageaient, qui me faisaient confiance. Et c'est là où j'ai pu développer les compétences requises pour offrir un bon enseignement aux élèves. Moi, je vous avoue que moi, je viens d'une famille d'enseignants et jamais je n'aurais voulu faire ça dans la vie. Qu'est-ce que ça prend pour se présenter comme ça, frais et dispo, de bonne humeur, tous les jours devant un groupe d'enfants? Je te dirais, c'est l'amour pour les enfants. C'est la passion d'être une enseignante, parce que c'est tout à fait spécial à enseigner. Tu as devant toi des élèves qui te font confiance, qui sont prêts à prendre des risques, parce que pour apprendre, il faut prendre ces risques-là. Alors, tu les guides, tu développes une relation, tu les accompagnes, tu deviens mentor, tu deviens coach. Et je pense que c'est cette volonté de vouloir laisser sa marque, de vouloir toucher la personne, de vouloir faire cette différence dans la vie du jeune, de le voir cheminer pendant l'année scolaire. Moi, j'ai été chanceuse parce que parfois, j'avais les mêmes élèves 2 années de suite. Alors là, tu peux vraiment voir l'évolution, le développement à tous les niveaux. Et c'est ça qui fait en sorte que le matin, tu as hâte d'arriver à l'école. Comment est-ce que l'école, comment est-ce que l'enseignement, comment est-ce que les élèves ont changé ou ont évolué au fil des 30 dernières années? C'est incroyable. Et lorsque, justement, à l'aube de la retraite, tu prends un recul et tu te dis, oh là là, plus de 30 ans que ça a changé et c'est encore en train d'évoluer. Si je pense, par exemple, moi, j'adorais écrire au tableau avec les craies de différentes couleurs. Maintenant, ce sont des tableaux blancs interactifs. Les élèves ont des manettes. Il y a certaines salles de classe où il n'y en a même pas de tableau à craie. Lorsqu'on parle de nos cahiers, de stylos, de crayons, maintenant, les élèves ont des blocs-notes. Tous nos élèves du secondaire ont un portable. Ça en fait des machines. Alors, lorsqu'on regarde le curriculum, le ministère de l'Éducation offre maintenant un curriculum complet de la maternelle jusqu'à la 12e année. Les pratiques sont harmonisées. L'approche, elle est très différente. C'est une approche beaucoup plus différenciée, beaucoup moins magistrale. Oui, on avait des groupes de lecture ou des groupes de mathématiques quand j'enseignais, mais maintenant, c'est vraiment sur une base individuelle avec des plans d'intervention pour chaque élève qui en a besoin d'un, des profils de l'élève, des profils de la salle de classe. Ça n'existait pas à notre. Est-ce que vous diriez que tous ces changements-là, au fil des années, ce sont tous pour le mieux? Je vous dirais que certains changements, après quelques années, il y a eu un recul. Et là, on a décidé, non, ce n'était pas la voie qu'on voulait prendre. Je pense, entre autres, aux années de transition, il y a quelques années, de la 7e à la 10e année. Nous, c'est un modèle que nous préconisons au sein de notre conseil. C'est une des raisons pourquoi il y a de plus en plus d'écoles secondaires de la 7e à la 12e année. Par contre, ce programme-là
il a été en place pendant quelques années. Et là, ils ont réévalué et dit non. Alors oui, il y a eu certaines initiatives qui ont pris, comme on dirait, ont pris le bar parce qu'ils ne s'appliquaient pas nécessairement à la réalité. Mais là, les élèves de 7 et 8, ils vont quand même rester avec les 9 à 12. Oui, là, dans les écoles où nous pouvons l'offrir, dans certaines petites communautés, ce n'est pas possible. Alors, nous avons des écoles traditionnelles de la maternelle à la 8e année et l'école secondaire de la 9e à la 12e. Ces dernières années, vous avez été directrice de l'éducation au Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario. Et juste pour mettre les choses en contexte, ce conseil-là, ça commence Noëlville en passant par Sudbury, Elliott Lake, puis après ça, ça monte Wawa, Dubreuilville, Marathon, Manitouage, Long-Lac. C'est un immense territoire. Qu'est-ce que ça a posé comme défi pour vous? Oh, la fréquence des visites dans les écoles. Moi, je tente de visiter chaque école au moins une fois par année. J'ai réussi, sauf l'an dernier. Mais cette année, j'ai repris ma tournée du Grand Nord, comme on le dit. Et alors, les distances, les communications, ça demande que nous avons des rencontres par vidéoconférence. Demander aux gens de venir, par exemple, pour une formation à Sudbury. Bon, bien, de Long-Lac, c'est 10 heures de route une journée, la formation et 10 heures de route le lendemain. Alors, nous avons développé des mécanismes afin d'offrir la formation, mais ce sont les gens de Sudbury plutôt qui se déplacent, sauf rare exception. Pour les conseillers scolaires, apprendre à connaître toutes ces communautés aussi. Elles sont très uniques, très différentes l'une de l'autre. Moi, je dirais que c'est vraiment un de nos cachets, cette diversité qui représente le Grand Nord de l'Ontario. Dans certaines régions de votre conseil, le défi, je pense, c'est les écoles qui se vident. Les francophones qui ne sont plus là, qui sont obligés de se déplacer, souvent pour des raisons économiques. Comment vous faites pour gérer cette... Je ne sais pas si on peut dire gérer la décroissance, finalement. Et c'est exactement ce que nous sommes appelés à faire, c'est gérer la décroissance. Je vais prendre l'exemple de l'école Château-Jeunesse, l'école secondaire à Long-Lac. Comme vous savez, l'industrie forestière n'est vraiment pas fonctionnelle en ce moment. Nous avions 75 élèves, 10 enseignants et enseignantes. Alors, on était en mesure d'offrir un programme qui se tenait. Nous sommes maintenant dans les environs de 52-54 élèves. Nous avons dû réduire le nombre d'enseignants, qui veut dire que nos élèves sont appelés à suivre des cours, soit par vidéoconférence ou des cours médiatisés, c'est-à-dire par Internet. Comme province, le ministère de l'Éducation, la division de langue française, nous avons 15 enseignants et enseignantes qui sont détachés et qui appuient les élèves qui, justement, doivent suivre des cours médiatisés parce que le cours n'est pas offert faute de nombre suffisant d'élèves. Et alors, je peux avoir une enseignante qui est à Noëlville, à l'école secondaire de la Rivière-des-Français, mais des élèves un peu partout en province qui suivent les cours. Les élèves ont accès à l'enseignante par l'entremise du courriel, mais aussi avec un numéro 1-800. Alors, c'est une façon différente d'offrir un programme équivalent, d'offrir un programme qui est assez riche pour nos élèves. Mais définitivement, la décroissance dans les petites communautés pose des défis. Une petite école élémentaire à Manitouage, l'école Franco-Manitou, avec 25 élèves. Alors, à 25 élèves, c'est 3 classes. Ce sont des cours triples, des cours quadruples. On ne parle pas seulement d'un cours double. Alors là, l'enseignante, encore une fois, c'est de l'enseignement différencié. Elle a peut-être un élève en maternelle, elle n'en a pas en jardin, elle en a 2 en première, 1 en deuxième. Alors, la préparation que ça exige de la part de cette enseignante, c'est certain qu'elle n'a pas le volume, mais elle a quand même beaucoup de préparation à faire. Ça m'amène à ma prochaine question. Est-ce que vous avez de la difficulté à recruter des enseignants dans ces régions-là? Parfois, oui. Par contre, ce qu'on trouve, c'est que la masse de nos écoles est ici, dans la ville du Grand Sudbury. Les enseignants et les enseignantes qui veulent travailler dans le Nord et qui sont prêts justement à une aventure dans le Grand Nord le font pendant quelques années, espérant ensuite, lorsqu'il y a des ouvertures par le processus de dotation, de revenir à Sudbury. Alors, c'est ce que nous trouvons. Tout jeunes, ils partent
parfois, ils restent. Ils aiment ça. Parce que la vie dans le Grand Nord, dans les petites communautés, elle est tout à fait exceptionnelle. La pêche, elle est superbe. Pour ceux qui aiment les aventures dans la nature, là aussi, on a beaucoup de sentiers, de pistes. Alors, pour les gens qui aiment la nature et ça ne dérange pas d'être dans le Grand Nord, ils s'y plaisent énormément. Quels sont les souvenirs que vous allez garder de toutes ces années d'enseignement? Les personnes avec qui j'ai eu la chance de travailler, les personnes qui m'ont permis d'exercer mon leadership, les équipes que j'ai eu la chance de présider. Oui, les dossiers, et il y en a des dossiers. Lorsqu'on pense à la création des conseils scolaires de langue française en 1998, j'y étais. C'est une expérience hors pair, mais ce sont vraiment les collègues avec qui j'ai eu la chance de piloter ces projets-là, d'entreprendre des nouvelles initiatives, les discussions animées, les questions, le positionnement, l'élaboration. Mais c'est le fait que c'était avec des personnes, des individus qui m'ont touchée, qui ont contribué à qui je suis devenue. On n'apprend pas tout seul. C'est en interaction avec les autres qu'on apprend. Et c'est grâce à ces personnes-là que j'ai pu, moi aussi, me développer, moi aussi apprendre et devenir la personne que je suis aujourd'hui. Louise D'Amours, vous avez travaillé dans le nord de la province. Vous avez également travaillé dans le sud de la province. Oui. Votre préférence, le nord ou le sud? Les deux. Ah! C'est que je suis originaire du Nord, Oui. mais j'ai toujours voulu travailler dans la région du Grand Toronto. Alors, en 1992, c'est l'aventure que j'ai vécue dans la région, dans un premier temps de Barrie, mais ensuite dans l'entière centre-sud-ouest de notre belle province, mais de revenir à Sudbury et d'apprendre à connaître le Nord, parce que je ne connaissais pas le Nord. Le vrai Nord. Le vrai Nord, dont Long-Lac, Marathon, Manitouage. Alors, vraiment, j'ai adoré les expériences dans les deux régions. Vous êtes à veille de la retraite. Vos projets de retraite, quels sont-ils? J'aime beaucoup faire la photo. Passer plus de temps avec mon époux à jouer au golf. Je veux devenir une bonne joueuse de golf. Et aussi jouer au billard parce que Serge est passionné du billard. Alors, ce sont les projets. Vous êtes presque à la retraite. Disons qu'on vous offrait un billet d'avion pour aller n'importe où dans le monde. Vous iriez où? J'ai toujours rêvé d'aller à Hawaï. Alors ça, je pense que ce serait un 2-3 semaines de repos, de soleil, de joute de golf, de visite dans les hélicoptères. Oui. Bon, bien, on vous le souhaite. Louise D'Amours, merci beaucoup. Et Merci. bonne retraite encore. Merci.